Je lis depuis toujours. Oui, mais toujours ça veut dire, explique-moi. Depuis très jeune. Et en ce qui concerne mon métier, puisque ce que je fais maintenant, Oui, mais ce ça, que j'essaye de faire oui. comme romancier, est alimenté par une carrière de journaliste. Et avant ça, moi justement, donc ce que je te dis, c'est que très tôt, j'ai été habitué à lire des choses qui tournaient plus ou moins autour du métier de journaliste. Et il y avait bien sûr Tintin Reporter, mais je me suis récemment souvenu d'une série que je lisais. C'était une série française, oui. Format style Enid Blyton ou Blyton, tu vois, le Club des 5, etc. Et c'était les aventures de Jacques Rogy. Et c'était illustré. Tu avais quelque part, un peu comme le Club des 5 à l'époque, tu avais toutes les 20 ou 30 pages, tu avais une illustration, donc tu te représentais le héros. Et ce héros était un journaliste français qui passait sa vie dans une voiture. Il avait ce qu'on appelait une station-wagon à l'époque, donc un break, si tu veux. Et il avait là-dedans, il logeait là-dedans, et il se lavait même dans sa voiture. C'était une Citroën. Et moi, c'était fabuleux, parce que ça veut dire que ce type sillonnait la France, il était mêlé à un tas d'intrigues, un tas d'affaires. Je ne sais pas trop comment, je ne les ai plus jamais relus, comment il faisait pour transmettre ses textes et ses photos. Est-ce qu'il avait une base, est-ce qu'il remontait à Paris, je ne sais pas quoi. Mais c'était pour moi la quintessence du journaliste. Ce Jacques Rogy était plus encore que Tintin. Parce que Tintin, c'était imagé, tu vois, c'était un peu naïf, ça l'a toujours été, ça manquait d'une certaine humanité, tandis que Jacques Rogy, il était dans la vraie vie. Partait comme ça dans la France profonde, et ça m'a vraiment intéressé. Et puis j'ai lu assez tôt des récits. Tu parlais de récits tout à l'heure. J'ai lu assez tôt des récits, notamment des récits de guerre, de journalistes qui allaient sur des zones de conflit, comme Oriana Fallaci, qui était une grande journaliste italienne qui a malheureusement viré dans les années 60, 70, elle était... Oui, c'est ça, ça a été une star sur des gens qui ont fait des choses. Et dans un autre registre, j'aimais beaucoup, et j'aime toujours, un type qu'on ne connaît pas suffisamment pour ses écrits, et qui est Philippe Bouvard. Philippe Bouvard c'est un homme de télévision, c'est un homme de radio, il a inventé 1000 choses, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit formidablement bien, je trouve. Avec beaucoup d'humour aussi. Énormément d'humour. C'est un type qui pratique l'humour. C'est vraiment... Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses dans laquelle j'ai mais tu parlais d'aventure tantôt, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui habite du côté du Brésil, et on parlait de la Cordillère des Andes, et en rentrant ici, on se disait, tu sais, ça me rappelle la soirée d'hier, où on parlait de cette région-là, Saint-Exupéry, Mermoz, les grands voyages. Là c'était notre époque aussi. Il y avait aussi Gilbert Cesbron. Exactement. Voilà, ça c'était toute une époque avec la montagne à ce moment-là. C'était, je dis, dans les années 60, 70, même 60, les grands aventuriers qu'on découvrait. Même dans les Belges. Hein. Oui. Même dans les Belges, on a des gens qui ont fait des trucs extraordinaires. J'ai un tas de livres encore à la maison. Comment s'appelait ce navigateur qui est allé au pôle je dirais 20 fois. Adrien de Gerlache. Voilà. Tu vois, ce genre de choses, j'aimais beaucoup. Et donc ça m'a donné envie... De faire des études alors Oui, non, en fait, je n'ai jamais... comment dit-on, j'ai poursuivi mes études après l'Athénée, mais je ne les ai pas rattrapées. D'accord. Non, mais j'ai toujours été un homme de terrain. J'ai suivi des cours de journalisme, et puis il se fait que voilà, j'ai une jeunesse un peu difficile. L'Athénée à Charleroi. Je suis né à Charleroi, oui, et puis à l'âge de 19 ans, je suis parti. L'Athénée, c'était à Charleroi. Oui, c'était à l'Athénée. Auprès du Luxembourg. C'est ça, oui. Et tu sais bien qui tenait le Luxembourg? Nous ne parlons peut-être pas du même. Il y a un patron de... Il y avait un patron qui s'appelait Boschmann. Ah non, ça je n'ai pas connu. Or, ça c'était le grand-père du Boschmann. De l'actuel Boschmann. Ouais, c'est fou. Hein. Et alors je lui ai montré à lui, parce que j'ai retrouvé ça, où les grands repas de famille se faisaient toujours, je veux dire, les grands anniversaires, se faisaient toujours à la maison. Mais tous les dimanches, on allait toujours au Luxembourg, là, sur le coin avec mon père, où il rencontrait des copains de collège de l'époque. Enfin, voilà. C'était un beau restaurant. Oui. Et donc... un restaurant-café, quoi. Oui, c'était toute une belle brasserie. Oui, c'est ça, voilà, c'est le terme. Et quand c'était les communions, ou un grand anniversaire,
M. Boschman venait à la maison avec toute sa brigade, quoi. Ah, d'accord. Donc j'ai des photos de M. Boschman dans les cuisines. À la maison. À la maison. Dis, mais tu fais partie d'une haute bourgeoisie, alors. Voilà, enfin, voilà. Dis-moi tout. Et donc il vient à la maison, et puis quand je retrouve un peu sur Facebook le Boschman en question, je lui envoie. Et donc c'est son petit-fils. Alors. C'est son petit-fils. Mais il me dit, mais tu sais, le con, le petit jeune à côté, avec la petite jeune, il n'était pas marié à l'époque, c'est papa et maman. Ouais, C'est fou, hein. crevant. Oui, oui, oui. Crevant. Non, mais mes grands-parents habitaient Laudelin. Ils avaient leurs activités à Jumet, à Goïssa, Oui, ça tu mais me ils dis. habitaient à Laudelin-Saint. Ah bien, ça. Alors bon, voilà, c'est un petit peu l'époque. Donc là, t'es né, puis tu quittes Charleroi. Je quitte Charleroi, je quitte ma famille, je pars avec 2840 francs belges de l'époque. Oui. Donc ça fait quoi? Mais c'était une petite belle somme, parce qu'à l'époque, si on est dans les années fin 60, 70, On est en 72. oui, mais pour 120 000 francs, tu avais une belle voiture. Ah non, 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 je parle de 2000 francs. Oui, oui, ben je te dis, 2000, pour 120 000 Ah francs. oui, 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 d'accord, oui, 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 j'ai acheté ma première R4 à 99 999 francs. Voilà, donc tu fais chez un petit Renault, peu. Oui, oui. l'au-delà. Donc c'était quand même une petite somme de 1000. Bah, ça ne me permettait en tout cas pas de prendre une chambre. Donc Non. je suis parti de chez moi, je suis arrivé à Bruxelles et j'ai été logé comme j'ai pu chez différentes personnes, puis par des étudiants flamands d'ailleurs. Mhm. Et puis j'ai enfin trouvé un endroit où me poser. Et ça a été le début d'une carrière de journaliste qui a commencé de manière très très modeste au journal Les Sports, près du Meibo, ici pas très loin. Journal Les Sports, et puis je suis passé à l'IMIFI. J'ai travaillé à l'École de la Bourse pendant 1 an et 4 ou 1 an et 5 mois, comme chroniqueur international, ce qui était quand même le comble. Donc j'avais une rubrique commerce international tous les mois. Et puis après, voilà, restructuration économique, les 2 derniers sont partis, puis je suis passé à l'École de la Bourse, comment ça s'appelle, Synervue, chez Van Coton, si tu l'as connu. Non, absolument pas. Qui travaillait à l'époque avec une correspondante à Hollywood, qui était une femme extraordinaire. Et donc voilà, par l'intermédiaire d'un représentant d'une association de journalistes, j'avais réussi à retrouver un job chez Synervue, et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était purement et simplement du rewriting, pas de bonne femme en maillot, pas de star de cinéma, rien du tout. C'était vraiment... Donc je suis reparti. Et là je suis revenu à Charleroi et puis j'ai travaillé successivement pour la Nouvelle Gazette, puis pour RTL TVI pendant des années, et voilà. Ah, la Nouvelle Gazette, oui. Ouais. Il y avait déjà Asquin qui était... non, c'était pas Asquin. René-Pierre Asquin, le père oui. le père d'Hervé Asquin, il avait quitté le journal et Indépendance, Le Peuple, grand journal Carolo, et il avait ouvert un hebdomadaire qui s'intitulait Métro, le Métropolitain, pour lequel j'ai travaillé pendant 1 an environ, et puis ça s'est très mal passé entre René-Pierre Asquin et moi, on n'avait pas du tout, enfin voilà, il y avait une certaine non-éthique du métier qui m'a beaucoup énervé, donc je suis parti, et c'est comme ça que je suis arrivé à la Nouvelle Gazette, et puis ensuite à RTL. Donc j'ai eu la chance, si tu veux, dans cette carrière qui est quand même assez longue. RTL, c'était à l'époque de Jean-Charles de Keyser. C'était, voilà, donc RTL venait de démarrer, RTL TVI en Belgique, c'était Bibiane Godefroy, c'était Jean-Charles de Keyser, et c'était Eddie de Wilde. Ici au boulevard Roosevelt. On était à oui, qui est devenue la maison, la fondation Bogossian. Bogossian, c'est ça. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 7 ans, c'était une période magnifique parce qu'on créait le métier. Leur slogan c'était leur télévision de proximité, ou je ne sais plus comment on appelait ça, la vraie vérité. Et voilà, donc ça a été une école. J'avais fait un peu de radio, j'avais fait du journalisme écrit en presse quotidienne, en presse hebdomadaire, et ça c'était la télé, donc c'était tout à fait nouveau pour moi. Et comme j'aime bien ce qui est nouveau, je me suis pas mal investi là-dedans, et on a créé des émissions d'information. Donc au départ, mon job c'était de travailler pour le JT, il y en avait un en 85, il y avait un JT qui était le JT du soir, et puis par la suite est venu s'ajouter le 13h. Et entre les coups, je faisais des reportages à l'étranger, on a fait des émissions d'information, des 26 minutes, donc des moyens formats, des choses pareilles. Donc c'était vraiment très très enthousiasmant. Et la presse écrite, tu reviens quand? Alors, j'ai
un petit intermède, donc je travaille à RTL pendant 7 ans. Je travaille jusqu'en 1992. Et puis se présente une opportunité un peu originale qui était de créer un service d'ombudsman, c'est-à-dire de médiation communale à Charleroi. Ça, c'est l'époque dans le Cohenberg. Voilà, donc c'est l'époque de ce qu'on appelle maintenant les médiateurs et qui s'appelait à l'époque les ombudsman. Il y avait un ombudsman public dans le pays, c'était un journaliste d'ailleurs, un ancien journaliste qui était à Anvers. On se connaissait. Charleroi lance un appel tout public pour créer un poste équivalent à Charleroi. C'est à l'époque de Projet Ville, ça. C'est ça, oui, c'est l'axe ABC, Anvers, oui, Bruxelles, Charleroi, qui existe, je pense, un peu avant. Et ta mémoire est peut-être meilleure que la mienne. Et donc à ce moment-là, comme je connais le journaliste qui a pris ce poste, qui a créé ce poste d'ombudsman à Anvers, je vais lui expliquer tous les trucs et ficelles du métier, etc. Voilà, on était 63 candidats et j'ai eu la chance d'être nommé. Et donc j'ai défendu pendant 6 ans, si tu veux, j'étais une sorte de juge de paix qui se trouvais, c'est prétentieux, hein, mais je dis c'est pour avoir une image, tu te trouves à la fois entre les services communaux et les plaignants qui sont soit des citoyens, soit des entreprises, soit des institutions, des ASBL, etc. Et donc j'ai créé ça pour Charleroi, et dans la lancée, comme l'expérience a intéressé pas mal de gens, je suis devenu compétent également pour les transports en commun, pour les hôpitaux publics, pour le CPAS, pour, je ne sais plus, enfin il y avait comme ça qu'est-ce qu'il y avait encore, Régie des eaux. Donc si tu veux, pendant 6 ans, j'ai instruit plus de 3000 dossiers en 6 ans, et c'était un boulot absolument passionnant, mais dans lequel on est toujours dans le négatif. Donc on sort de là un petit peu fatigué psychologiquement et physiquement. Donc j'ai tenu 2 mandats, puis le service était bien sur les rails, et c'est un autre journaliste qui m'a succédé et qui est toujours à la tête du service maintenant. Donc tu as eu, je vais dire, de bons contacts avec les édiles communales. Et oui, parce que malgré tout, c'est le tampon, faut quand même... Oui, mais disons que je suis arrivé, on a créé ce service à une époque où on ne comprenait pas encore bien le bien fondé de ce genre de service. Et donc, si tu veux, j'ai été très vite en opposition et avec certains services communaux et avec certains barons politiques qui étaient en fait les échevins à l'époque. Donc ça ne s'est pas toujours très bien passé. Un qui était peut-être à l'écoute, c'est Christian Renard. Christian Renard, oui, qui est arrivé, je pense, un tout petit peu après. Il était à la chef de cabinet, lui. Oui, mais après, il est devenu échevin de la culture, effectivement, Christian. Non, ce qui s'est passé, c'est que très vite, les choses ont parfois un petit peu... Voilà, ça collait pas bien. Tu imagines, on met une pièce rapportée qui vient mettre son nez dans des services communaux qui eux-mêmes dépendent quand même, je te dis, c'était des baronnies. Les Gretec et tout ça qui tournent. Ça, c'était encore autre chose. Oui, ça, c'était les intercommunales. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'on avait à l'époque comment dirais-je, une pyramide. Tu avais le bourgmestre au-dessus, et puis tu avais les 14, c'était 13 ou 14 échevins, qui eux étaient vraiment... pour utiliser une image un peu forcée, c'était les coqs sur leur tas de fumier, et chacun dirigeait son service, chacun avait ses couleurs d'affiches, chacun avait ses gens, et donc il était difficile de pénétrer ce milieu, et donc est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis fâché 1 ou 2 fois, et j'ai même organisé des conférences de presse contre la ville. Ben ça, c'était de l'objectivité, ça. C'était de l'objectivité. Je devais faire comprendre aux gens, non seulement au public, aux plaignants, mais aussi à certains politiques, que je n'étais pas la créature ou une personne qui était payée par le bourgmestre. Non. Tu n'étais pas un amortisseur, tu étais un élément. J'avais 51 patrons qui étaient les 51 conseillers communaux de Charleroi, quelle qu'était leur couleur politique. Enfin, c'était passionnant, mais après 6 ans, très sincèrement, j'ai dû arrêter, parce que voilà, ça avait demandé beaucoup d'investissement, mais c'était une expérience terriblement enrichissante, et assez proche du journalisme, puisque quand tu traites des plaintes comme ça, tu travailles, tu traites à charge et à décharge. C'est un peu un job de juge d'instruction, on va dire, au risque de paraître... voilà, donc, mais c'était intéressant. Mais ce sont des expériences de vie extraordinaires.
Donc tu reviens au journalisme. Et je reviens en 2000, donc je fais 6 mandats, et en 1999, je reviens à mes amours premières, c'est-à-dire le journalisme, à ceci près que je n'aurais plus pu travailler pour une rédaction, un rédacteur en chef ou quoi. Et donc là, j'ai volé de mes propres ailes pendant 20 ans, j'ai été journaliste indépendant. C'est une période très difficile financièrement parlant, parce que pour gagner plus ou moins sa vie, il faut travailler. Donc je travaillais en moyenne, et ce n'est pas du tout, je travaillais en moyenne 6 jours à 6 jours et demi par semaine. C'était effrayant. Par contre, j'avais une liberté totale. Donc il y a des gens qui m'ont fait confiance. Par exemple, j'ai travaillé pour le Vif l'Express pendant 5 ans. J'étais une sorte de collaborateur extérieur, un petit peu de luxe. On me faisait confiance, on me confiait des choses dans le domaine des énergies renouvelables, des choses pareilles. Donc c'était extrêmement plaisant à faire. Ça m'a permis de voir des horizons. Tu étais plus dans l'investigation en ce moment-là. J'ai toujours bien aimé l'investigation. Et alors ce qu'on va appeler la bonne vulgarisation. J'ai toujours aimé expliquer les choses aux gens en termes saisissables. J'ai toujours bien aimé ça. Donc ça c'était très plaisant. On rejoint le négociateur que tu as été. Oui, enfin bon, voilà. Non, disons que il faut simplement apprendre un peu la simplicité pour expliquer les choses aux gens. Et puis voilà, c'était une très belle période également. Et pendant cette période-là, j'ai écrit 16 ou 17 livres, qu'on peut appeler des livres à caractère journalistique, donc des livres sur l'économie, sur l'histoire, des choses comme ça, sur l'histoire des charbonnages, sur les sociétés. Bon, c'était assez vaste, j'ai beaucoup écrit sur l'histoire des mines et des charbonnages en Belgique et en France. J'ai fait la première biographie d'Albert Frère, le financier Albert Frère. J'ai eu la chance de pouvoir écrire, j'ai commis un bouquin sur les 50 ans de l'RTB, l'Institut national qui est devenu RTBF. J'ai écrit sur la trappiste de Chimay. Enfin, tu vois, ce sont des choses vraiment très, très plaisantes. C'est fort éclectique. Et là aussi, on amasse pendant des années des expériences, des souvenirs, de personnages que l'on a rencontrés et qui ressortent toujours après. Et donc en 2018-2019, je me suis dit maintenant j'arrête le journalisme, je vais faire de la fiction. Parce que la fiction, pensais-je, était quelque chose de beaucoup plus calme. C'est-à-dire que je ne devais plus me préoccuper de ce que l'on penserait, de respecter la réalité, les histoires, des choses pareilles. Et donc je me suis lancé là-dedans comme une fleur, mais très vite j'ai été repris par mon ancien métier de journaliste. Et donc si tu veux maintenant, ma recette, c'est d'écrire des fictions, puisque les crimes sont évidemment inventés, d'écrire des fictions, mais tout ce qu'il y a autour baigne dans la plus stricte des réalités. Tu as tout à fait le cadre, tu as le cadre de l'expérience, tu as le cadre de ton pays, tu as, je vais dire, une fine expertise justement sur les endroits que tu vas décrire dans ton ouvrage. En tout cas, je les redécouvre, je les découvre ou je les redécouvre, puisque le principe de la collection... Mais là, minute, on va peut-être trop vite pour moi, parce que est-ce que tu as déjà une idée de l'éditeur à ce moment-là? Du tout. Du tout. Donc tu te mets, je veux dire, devant ta rame de papier, devant l'ordinateur, tu démarres. Et là, mon premier roman, qui est un roman d'espionnage, on pourrait appeler ça comme ça maintenant, n'a strictement aucun succès, parce qu'il y a un petit problème. Donc il est proposé, il est rejeté, il est refusé par un tas de gens, en Belgique et en France. Et puis finalement, il est accepté par un éditeur liégeois, qui prend le bouquin, qui me signe un contrat, et puis j'ai une presse exceptionnelle. J'ai vraiment la chance d'avoir ceux qui ont lu, au niveau de la presse, ceux qui ont lu le bouquin, ça s'appelait L'homme qui écrivait au crayon, et un roman d'aventure, donc d'espionnage, et ceux qui l'ont lu ont fait des recensions extrêmement sympathiques, je trouvais ça vraiment gai, et on s'est rendu compte, enfin l'éditeur s'est rendu compte, après X recensions, que le livre n'avait pas été placé en librairie. Donc il n'y a pas eu un exemplaire de ce livre dans une librairie francophone. Pas un. Il y a eu un twist, comme on dit, au niveau du distributeur, dont je ne citerai pas le nom, mais que j'ai là, diffuseur-distributeur, catastrophique.
Et c'est par la suite seulement que, voilà, que j'ai été contacté par les éditions Weyrich, là, pour lancer, enfin pour les aider. Tu les connaissais déjà Du tout. Du tout. Donc je leur avais envoyé ce premier manuscrit, je n'avais pas eu de retour, pas de retour, pas d'accusé de réception, rien du tout. Et un jour ils m'ont sonné, et en gros, les éditions Weyrich, qui étaient représentées à l'époque par un de leurs directeurs de collection, qui est Christian Liebens, qui est un monsieur au niveau de la littérature, c'est un fin connaisseur. Christian Liebens était déjà le directeur de la collection Plume du Coq, que tu connais bien. Et donc, ils avaient, Olivier Weyrich, l'éditeur, et Christian Liebens, avaient envie de lancer une collection de romans policiers. D'accord. Et là, je te laisse aller, parce que je sens que je monopolise la parole. Absolument pas, non, mais j'aime bien un petit peu de découvrir comment tu vas flairer l'éditeur. Alors, donc ici, en l'occurrence, ça s'est passé dans l'autre sens, Voilà, ce qui était une chance. Voilà. En fait, quand on m'a contacté, on m'a dit, oui, on avait bien reçu le roman que vous nous aviez envoyé, et il ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui démarrait à Memphis, aux États-Unis, et qui aboutissait à Zurich, en Suisse. Et on m'a alors expliqué que Weyrich travaillait essentiellement des histoires belges. Donc, en gros, ils m'ont dit, on a beaucoup aimé votre roman, mais il ne nous intéresse pas du tout. Si vous écrivez la même chose, le même type d'écriture, le même rythme, mais avec des histoires qui se passent en Belgique, on vous prend tout de suite. Et donc, c'était un grand bonheur et un grand honneur. Et donc, il fallait qu'on trouve un personnage. Et en gros, donc l'éditeur m'a dit, voilà, on va lancer une collection, tu y étais, il y a 3 ans maintenant. On va lancer une collection qui va s'intituler Noir Corbeau, ce qui en soi était déjà génial, avec un graphisme que l'on connaît, je pense que ça se voit derrière, du bleu, du jaune, donc c'est bien, ça rappelle un peu collection Le Masque et la Plume, etc. Et donc l'idée de l'éditeur est de dire, voilà, on lance une collection, Noir Corbeau, collection de polar, nous avons besoin pour lancer la collection de 3 auteurs. Ils avaient 2 auteurs maison, et ils cherchaient un extérieur. Donc ils m'ont vraiment tendu la perche, que j'ai saisie, et puis on m'a dit, avez-vous une idée de personnage? Et c'est là que, voilà, j'en avais une, que je peaufinais depuis des années et des années et des années, qui était le personnage de Stanislas Barberian, que Christian Liebens, le directeur de collection, a approuvé tout de suite. Je ne suis pas certain que dans le chef de l'éditeur lui-même, Olivier, la démarche est aussi facile, parce qu'en fait, à l'opposé de ce que proposaient les 2 autres auteurs, moi, mon personnage principal n'est ni un détective privé, ni un flic. J'ai proposé quelqu'un qui est un bouquiniste, qui partage la même passion que nous, et donc c'était un petit peu différent. Et j'ai dit, voilà pourquoi est-ce que je crée ce personnage, parce que si vous avez des personnages, l'un est policier à Liège, le deuxième est commissaire à la ville de Bruxelles, ce sont des personnages qui risquent de rester toujours dans leur décor. Moi, si tu veux, en proposant un personnage qui est un bouquiniste, fouineur, qui va à la recherche de collectionneurs qui le font venir ou qui lui proposent des choses. L'histoire se déplace. Voilà, l'histoire se déplace et elle peut se passer ici, en dessous de ton immeuble, comme elle peut se passer à Liège ou à Namur, voilà, exactement. Ou à Binge. Et donc ça c'était, voilà. Et donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc pour moi c'est un véritable bonheur, parce que je balade mon personnage au gré des envies, voilà. Je reviens à l'éditeur, je trouve qu'il a du flair en ce qui concerne sa technique de travail. Il a, et je comprends pourquoi il veut se recentrer sur la Belgique, il a la connaissance de qui est son libraire. Il connaît le libraire. Je pense. Donc il a créé toute une série de noyaux qui vont éclater et qui vont essaimer au sein de la population différentes collections, mais il a, je vais dire, le pied dans la librairie. Et ça, c'est important. Il s'occupe lui-même de sa distribution, et il a d'ailleurs comment dit-on, un VRP, un responsable commercial qui est un type de très grande qualité et qui est vraiment apprécié. Je le sais parce que je travaille beaucoup, enfin j'ai beaucoup travaillé avec les libraires. Son représentant commercial, qui s'appelle Frédéric, est vraiment un type qui est très apprécié parce qu'il va au contact, il va voir les libraires. Et toujours bien placé en librairie, parce que je vois parfois de la part des lecteurs ou de la part de ta part, je dis,
en librairie, le livre est toujours bien exposé. Ouais, Quoi. ouais. Et la collection en général est toujours bien C'est vrai. exposée. Ça veut dire que derrière, il y a justement quelqu'un qui travaille bien. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, pour le romancier que je suis et d'autres avec moi, c'est très plaisant d'avoir un éditeur qui se mouille le maillot pour essayer Tout à fait. de développer. Voilà. Alors, Barberian, parle-nous de lui. Stanislas. Il naît quand dans ton esprit? Stanislas Barberian. Parce que tu dis, il y a des années qu'il était là. Alors, Stanislas Barberian a commencé à naître dans mon esprit, tu es bien assis, en mars 1977. Donc il y a 44 ans maintenant. En fait, ce n'était pas le personnage tel qu'on le connaît maintenant, mais j'avais déjà écrit quelque chose. Enfin, j'avais commencé à écrire, et c'est un roman que je n'ai jamais réussi à terminer. Il est toujours là. J'ai encore les premières versions sur des papiers infâmes écrits à la machine à écrire. C'est un collecteur. Et puis il a évolué, parce que je n'ai jamais réussi à terminer ce roman. Il était déjà bouquiniste? Du tout. Il travaillait dans le domaine du livre, mais voilà, c'était pas aussi fin que ça. En fait, je n'avais pas encore terminé sa fiche d'identité à l'époque. Et ça, bon, donc il a mûri, quoi. Il a mûri terriblement, puis il a pris des chemins de traverse, et il est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un personnage qui, je crois, reçoit un bon accueil de la part du public. Mais donc quand tu démarres ton histoire, la conception de l'histoire, donc il est là, il arrive, tu l'as déjà en tête. En tout cas, quand Weyrich m'en parle, donc là on est en 2019, là c'est très clair. Je sais très précisément qui il est, ce qu'il fait, et voilà. Parce que tu vis déjà avec ton personnage depuis des années. Voilà, ça c'est clair. Mais il a eu le temps de mûrir, de peaufiner. Il n'a plus rien à voir avec le personnage. Ça c'est extraordinaire, en tant que créateur, d'avoir déjà quelqu'un qui t'accompagne. En fait, moi j'avais ça en tête, et je m'étais dit, voilà, est-ce que je vais l'écrire? Et puis finalement, après la claque que j'avais pris quelques mois avant, avec ce livre, L'homme qui écrivait au crayon, j'étais complètement découragé, pour dire les choses. Voilà, j'avais vraiment plus envie d'écrire, et puis il y avait toujours ces feuillets qui étaient là. Donc, voilà. Finalement, je n'ai quasiment rien repris du début d'histoire que j'ai pu réécrire et améliorer en autant d'années. Peut-être que ça donnera quelque chose... Autre subtilité de l'écrivain, évidemment, parce que moi je trouve que c'est une subtilité très intelligente. Il n'est pas marié, mais... Ah bah oui, il faut quand même profiter un peu des... Voilà, mais... Donc Stanislas, pour les lecteurs ou des auditeurs qui font l'honneur de nous écouter, donc Stanislas, en 2 mots, est un garçon qui a une quarantaine d'années, 45 ans. Stanislas est né à Charleroi. Entre parenthèses, il aime manger, il aime boire. Ah bah oui, quand même. C'est là où on dit qu'il y a toujours une part d'autobiographie. Donc Stanislas est un type qui fait donc ses études à Charleroi. Il les poursuit, il fait des études de lettres à l'université de Liège. Il se paye en passant une petite spécialisation en littérature du Moyen-Âge. Et puis avec tout ce bagage, donc il commence à être dans le milieu des livres. Et pour des circonstances X et Y, il part à Paris, où un oncle de sa femme tient une librairie. Il est dans cette librairie, il se rend compte que c'est une librairie où on travaille pas mal avec les étudiants, il se rend compte que les étudiants qui viennent chercher des bouquins de type universitaire cherchent aussi des livres à lire, des romans, mais ils n'ont pas de fric. Donc il lance dans la librairie de l'oncle de sa maman, il lance un petit bout de rayon comme ça, il fait de la bouquinerie de bas étage. L'affaire prend, puis finalement il prend son envol, et il a une bouquinerie spécialisée, mais une bouquinerie de haut vol, dans le quartier de Montparnasse, la gare Montparnasse. On ne parle pas ici du bouquiniste des quais de la Seine qui vend tout n'importe quoi, non. Il a pignon sur rue, il a une très belle bouquinerie, mais c'est un homme qui ne vend que des documents exceptionnels, qui retrouve des lettres, des manuscrits, des premières éditions, etc. Tu sais que ce libraire a existé, et je te le présenterai un jour. Ah, s'il est toujours vivant, ce serait... Oui, je te le présenterai un jour, et tout ce que tu viens de me dire, je te le montrerai. Tout ça a émigré à Bruxelles. Ah tiens, c'est marrant. Parce que c'était à la rue de Rome, il y avait une librairie qui s'appelait Les Livres Anciens. Ben, ça doit correspondre je pense. Avec le titre. Et François de Bordas, que je salue pour le moment, est un homme qui a suivi ce périple-là. Ce périple-là. Donc il est maintenant ici à Bruxelles avec ses bibliothèques qui sont magnifiques. Il a des gravures
il a des bouquins, il a des Voilà, livres c'est d'art, exactement ça. il a des tiroirs où il sort tous les originaux. Je te le présenterai à l'occasion. C'est tout à fait ça. Mais ça existe, ce C'est genre. tout à fait ce genre de Voilà. personnage. Et donc, si tu veux, Stanislas, pour reprendre l'histoire, donc c'est un érudit qui se cultive sans arrêt. Donc Stanislas, il a sa petite bouquinerie à Paris, et il a la chance d'avoir là-bas une ancienne libraire, Clotilde, une sorte de femme cheval qui... Quand il veut partir, Clotilde est là, elle est très heureuse, elle s'occupe du magasin, c'est une femme épatante, elle a une immense culture livresque aussi. Et donc Stanislas, à longueur d'année, prend sa voiture. Petit clin d'œil, c'est une Facel Vega de 1963 voilà. Pour ceux qui ont connu ça. Il prend sa voiture et donc il sillonne en permanence le nord de la France et la Belgique. Il va à la rencontre de collectionneurs à qui il vend des documents ou qui lui proposent des documents. Donc il est toujours sur la route et ça lui permet de venir en moyenne 3 week-ends par mois à Bruxelles, où sa fiancée Martine, ancienne bibliothécaire à la ville de Bruxelles, Martine est elle aussi bouquiniste, mais elle est dans le quartier du Sablon, comme il se doit, et Martine est plutôt spécialisée dans ce qu'on a, le tourisme des années folles, comment dirais-je, tu vois, la fin des années 1800, début des années 1900, la belle époque. Elle vend des catalogues. Quand les gens partaient, les gens très nantis partaient sur la Riviera, allaient dans le sud de la France, allaient passer avec leur petit personnel, enfin tu vois, ce genre de choses. Les paquebots qui partaient aux États-Unis, qui allaient en Afrique, la malle qui allait, enfin le bateau qui allait au Congo, etc. Et donc elle s'est spécialisée dans les gravures, dans les livres, les documents d'époque, le papier à lettres, les belles affiches qu'on avait de l'époque sur la Riviera. Et donc voilà. Et donc Stanislas, lui, sillonne la Belgique, sillonne la France, et puis 2-3 fois par week-end, il vient passer, il goupille quelques rendez-vous ici en Belgique, et il vient passer le week-end avec sa copine Martine, qui est une très très chouette fille, et qui est fort jolie, bien évidemment, puisqu'il a la chance d'avoir une fiancée dynamique et fort jolie, et très maligne. Alors, dans le premier ouvrage, voilà que notre gars avait appelé par un client, bord de Sambre, en Languille, dans ces eaux-là. Ouais, ça. Pour ceux qui connaissent l'abbaye d'Aulne, voilà. On va à la rencontre de la bière. Oui, l'ADA, c'est juste. Et donc, à l'abbaye d'Aulne, il y a une série d'éclus, c'est un endroit assez magnifique. Et donc, effectivement, Stanislas, comme je le disais, va à la rencontre d'un client. Et il se fait que ce monsieur veut lui vendre des livres de la collection Hetzel, et ce monsieur est procureur du roi, à Charleroi. Il habite à un endroit vraiment merveilleux, Stan va le voir, il boit un coup, cigare, enfin ils descendent, ils vont se balader le long de la Sambre, et le procureur du roi, qui a une petite chic, lui dit, vous voyez, monsieur Barberian, ici, hier, il y a 2 jours, un de mes juges d'instruction est décédé, il a fait une chute, il courait le long du chemin de halage, il est mort, l'accident stupide, enfin voilà. Stan parle, ils avancent un petit peu, la brume, c'est le soir, petit cigare, et à un moment, Stanislas va trouver dans l'eau un élément concret qui va juste lui faire dire au procureur du roi, monsieur le procureur du roi, je ne suis pas certain qu'il s'agisse, que votre juge d'instruction est mort par accident. Et voilà, on n'en dira pas plus. Ça, c'était l'occasion de découvrir un peu le milieu des truands, Jean Charleroi, c'est-à-dire de truands d'assez basse classe, je dirais, et puis un peu le milieu de la justice, du palais de justice, du parquet, et d'un juge d'instruction qui n'est pas blanc-bleu. Ça, c'était le premier. Tu entends, il y a l'aubade qui susurre à nos oreilles, le roulement de tambour, et là, le bain chou va frétiller en toi. Alors, ça c'est le numéro 3. Qui s'intitule Orange sanguine. Et là, donc, je m'efforce toujours d'investir... Je dis ça pour qu'on reste dans la région. Oui, absolument. Je m'efforce toujours d'investir un milieu en particulier dans les différents bouquins. En ce qui concerne Orange sanguine, ça se passe à Binche, c'est effectivement toujours la région, c'est la région du centre, et toute l'intrigue va se passer dans le milieu des Gilles. Ce qui est extrêmement difficile, parce que à Binche,
le folklore, on ne rit pas, mais en plus, les Gilles, on rit franchement pas. Donc je me suis lancé dans une aventure qui était un petit peu dangereuse, et j'ai d'abord sollicité un ami qui était Gilles depuis des années, et flic, de surcroît, ça a été un grand flic, et ce gars m'a dit, mais tu es fou. Donc on s'est vu un jour à midi, je l'ai invité, je voulais lui parler de mon histoire. Et à l'apéro, il m'a dit, mais tu es complètement fou. Tu es un Gilles? Non, ça ne se fait pas. Mais il était sérieux. Ça ne se fait pas, et tu ne te rends pas compte. Et de toute manière, s'attaquer au folklore, c'est une folie. Et attention, parce que si tu commences à parler du milieu du folklore ici à Binge, tu as intérêt à ne pas te tromper. Ça, c'était à l'apéro. Pendant le repas, il s'est dit, mais finalement, c'est pas mal. Je lui ai expliqué un peu le début du truc. Il me dit, oui, c'est vrai, il y aurait peut-être. Et à la fin du repas, au pouce-café, il m'expliquait, il me proposait des anecdotes, des petites histoires, histoire d'enrichir le... Et il t'a présenté à tout le monde. Et ça, c'est génial. Je suis allé passer, j'ai passé 7 ou 8 jours complets à Binge, en sa compagnie ou pas, pour aller visiter les lieux. Il y a des endroits magnifiques, une ville moyenâgeuse. J'ai été à la rencontre, bien sûr, de Gilles, mais aussi de tout ce qui gravite autour. Des artisans, des cafetiers, un historien local, j'ai vu le musée. Enfin, oui, les musées. Moi, j'ai bien aimé la façon dont tu as découvert et tu nous fais pénétrer dans c'est ça, donc voilà, c'était vraiment très très plaisant. Oui. Et j'ai pris la précaution, avant parution d'ailleurs, de soumettre ce qui pouvait être litigieux. Donc tout ce qui concernait le folklore et les Gilles, ça a été super bien accueilli et il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur, donc j'étais très content. Parce que ma hantise, c'est de commettre l'erreur qui décrédibiliserait le récit. Je veux dire, si je décris le monde de l'édition, toi tu le connais, si tu lis une erreur manifeste, tu vas dire ce type n'a rien compris. Et tu vas passer à autre chose. Donc le livre ne sera pas crédible, même si l'histoire tient plus ou moins, tu n'en voudras pas. Et donc c'est ce que je veux éviter. Quand on arrive à Namur. Alors à Namur, ça c'est un autre milieu, c'est le milieu, donc en 2 mots à Namur, Stanislas est appelé par un professeur d'histoire de l'Athénée François Boves de Namur, donc on est dans le quartier de Saint-Loup, quartier un petit peu mystérieux. Avec les caves de... La marchande de vin, oui, avec des souterrains, voilà. Et on y vient. Et donc, Graffé-Lecoq. Graffé-Lecoq, oui. Et donc ce professeur d'histoire est en train d'écrire son grand œuvre. C'est un homme qui croit avoir retrouvé un manuscrit de Félicien Rops. Or, Rops était un graveur, un lithographe exceptionnel. Il a beaucoup écrit, le musée Félicien Rops dispose, je crois, de 4000 lettres de Rops à Baudelaire, de Baudelaire à Rops. Enfin, il a échangé avec tout ce qui culturellement comptait à l'époque. Mais Félicien Rops n'a jamais écrit une histoire, une fiction, que sais-je. Or, il se fait que mon professeur, mon vieux professeur d'histoire, pense avoir trouvé un manuscrit de Rops, et donc il fait appel à Stanislas Barberian, non pas pour lui vendre, mais pour lui dire, je suis en train de terminer une Xème biographie de Félicien Rops, je suis certain que je tiens un joyau, voulez-vous m'aider à l'expertiser, voulez-vous bien me confirmer qu'il s'agit d'eux? Et au moment où Stanislas arrive, ce pauvre professeur est massacré. Boum, Waterloo. Et là, oui, boum, et là on investit donc à Namur, on parle beaucoup de Rops, et puis on va investir le milieu de la franc-maçonnerie et de l'extrême. Mais ça ne faut pas trop expliquer. Parce que non, mais voilà, simplement, voilà. Et puis boum, Waterloo. Ça c'est le dernier, c'est le Moi, tu vois, j'en ai retrouvé 3. Oui. Il y en a un autre qui se balade, je ne sais plus où. Ben, je l'ai sûrement tu l'as revendu? Non, sûrement. Non, mais j'aime bien te prêter des livres très rares, mais enfin voilà, Waterloo. Alors Waterloo, c'est le petit dernier qui est sorti en mai 2021. Waterloo, là, tu t'es bien amusé aussi, là. Oui. Parce qu'il y avait les reconstitutions. Voilà, c'est ça. Donc ici, j'investis non plus le folklore, non plus la maçonnerie, non plus le truandisme, si on peut dire comme ça. Ici, je vais à la rencontre d'un monde tout à fait particulier, qui est le monde de ce qu'on appelle les reconstituteurs napoléoniens. Voilà. Donc ce sont des gens d'apparence normale, comme toi et moi,
mais qui en fait ont une passion. Ils font revivre les soldats, la grande armée de Napoléon. Et donc, à ne pas confondre, toi qui connais le folklore des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, à ne pas confondre avec les marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui, je vais dire, se baladent en uniforme, participent à des cérémonies religieuses et autres. Non, ici, on est vraiment dans de la reconstitution, c'est-à-dire que X fois par an, ces reconstituteurs napoléoniens se retrouvent pour des... Ils vivent pendant 3 ou 4 jours ensemble, ils font des bivouacs, et pendant ces bivouacs, ils font des formations de soldats, donc ils remettent, comment on peut dire, ils remettent à jour leur connaissance en manière de maniement d'armes, de tir au canon, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ils vivent à la manière des soldats de Napoléon. Et donc j'ai découvert ces gens-là. L'action se passe en juillet 2020, c'est-à-dire au moment où on sort de la première phase du Covid. On n'a pas pu procéder aux commémorations du 18 juin à Waterloo. Et comme on permet en juillet 2020, on commence à permettre ce qu'on appelle des jauges de 50 personnes pour les scouts notamment. On dit maintenant, les scouts peuvent se réunir à 50. Et il se fait qu'il y a un propriétaire terrien de la région de Waterloo qui dit à ses amis reconstituteurs, venez chez moi, je vous prête les annexes de ma ferme, je vous prête tout ça pendant 4-5 jours, venez, vous serez bien accueillis. Et voilà. Et donc c'est une opportunité exceptionnelle. Ça se passe vraiment en temps réel, on est aux alentours du 21 juillet. Et ben voilà, au sein de ces reconstituteurs, ils sont là pour 3 ou 4 jours, et la deuxième nuit, un crime atroce. Et Stanislas Barberian, qui passait par là, est prié par la maman de la victime. Voilà. La maman de la victime n'a plus trop confiance à l'enquête des policiers officiels. Elle lui dit, est-ce que vous ne voudriez pas venir indaguer, venir renifler un petit peu. Et Stanislas, avec son flair habituel, met le doigt, c'est le cas de le dire, sur un élément tout à fait particulier. Et il relance l'enquête. Voilà. Alors, on va clore le sujet. On parle du futur. Il y a déjà quelque chose de bien entamé. Il y a quelque chose de bien entamé. Qui est déjà en cours de relecture. Non, non, du tout. Non, je suis en cours d'écriture. En cours d'écriture. Non, disons que le... Bon, je crois qu'on ne va pas aller trop loin, parce que l'éditeur lui-même ne souhaite pas trop. Non, mais disons enfin, qu'il y a quelque chose... En fait, on s'entend fort bien avec Olivier Weyrich, et donc maintenant on a décidé que je publie mon petit bouquin tous les mois de mai. Et donc au printemps prochain va sortir... Et l'idée est une idée personnelle ou bien c'est une suggestion qui est venue par une tierce personne? L'éditeur et le directeur de collection sont des gens absolument charmants qui me laissent toute latitude, sauf une chose, il faut que ça se passe bien sûr en Belgique. Il faut que ça se passe en Belgique, et donc voilà. Je dis hâte parce qu'à Hâte, il y a évidemment un beau folklore qui existe. Ah, les géants. C'était la ville de Spitals où il y a pas mal de choses. Ça, c'est un autre folklore qui est plus politique. Si on parlait de l'Entre-Sambre-et-Meuse, tu as connu Émile Damanet, qui était le grand patron de la marche à Fosse-la-Ville. Ah oui, c'est la marche septennale. Oui, qui a ça été, je veux dire... c'est un nom qui me dit quelque chose. Qui a été le grand patron du domaine de Schoftung pendant des années et des années. D'accord. Émile Damanet. Où ils ont d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais Schoftung qui a été pionnier en matière de panneaux solaires, ils ont été la première institution à installer des panneaux solaires pour alimenter en énergie leur piscine. Donc c'était certainement à l'époque de ce monsieur, parce que ça remonte à plus de 25 ans. Oui, j'avais fait des parapluies aussi pour la marche Saint-Feuillin. C'est la Saint-Feuillin. Comme j'avais fait des parapluies aussi pour un projet, le projet de ville à Charleroi, j'avais fait des grands parapluies aussi pour M. Van Coenberg à l'époque. Je me souviens de ça. J'ignorais que tu avais fabriqué des parapluies. Ah oui, non, j'ai une collection de parapluies, j'ai 350 parapluies ici. Différents, toujours des grands golfs comme ça, avec des... Ah, c'est chouette. Oui, ça j'avais fait, ça. Si tu parles de moi à Jean-Claude Van Coenberg, il dira... Ah, c'est amusant. Oui, à Christian Renard, oui. Mais écoute, Francis, je te remercie beaucoup. Je crois que si on avait le temps, mais on a chacun des rendez-vous. J'ai rendez-vous maintenant avec notre ami Bernard, que tu connais très bien. Bernard Capras, je lui fais. Parce que donc, Plume du Coq, c'est lui qui a été édité. Donc dans le cahier orange. Hein. Voilà, le cahier orange qui est là derrière. Très très bien. Et il en a un deuxième en préparation. Je sais.
Nous n'en Voilà. dirons pas plus. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Je me rends compte que j'ai été fort... Non, mais j'ai tu es beaucoup parlé. pareil à toi-même, et c'est pour ça que j'aime bien que tu viennes. En tout cas, il y a de la matière. Il y a de la matière. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de coupures. Oh, et alors ça va être fort long. Ça va être terrible. Merci, Willy. Merci Francis, à bientôt.